Le verrou magnétique de la porte en chaîne massive de la suite 412 s'enclencha avec un bruit sourd et définitif. La pièce sentait l'eucalyptus pressé à froid et l'eau de javel industrielle. Le parfum cher et caractéristique de la retraite de bien-être exécutif Bellevue. Les murs étaient peints d'un vert sauge doux et apaisant, et les lourdes fenêtres étaient en verre blindé incassable. L'endroit avait été méticuleusement conçu pour ressembler à un complexe hôtelier de luxe haut de gamme destiné aux cadres d'entreprise en plein burn-out. Mais d'un point de vue fonctionnel et légal, il s'agissait d'un établissement psychiatrique fermé. Je m'assis au bord du lit simple parfaitement fait, portant mes propres vêtements, mais dépouillé de mes lacets, de mon smartphone principal et de ma liberté de mouvement. Je ne fis pas les 100 pas sur le sol recouvert d'une épaisse moquette. Je ne frappais pas du poing contre la lourde porte et je ne criais pas après les discrètes caméras de sécurité fixées dans les coins du plafond. L'hystérie est exactement la monnaie d'échange que les personnes manipulatrices utilisent pour acheter votre diagnostic. Si vous criez que vous n'êtes pas fou alors que vous êtes assis dans une clinique de désintoxication, vous ne faites que valider leur formulaire. Je refusais de battre cette monnaie pour eux. Il y a moins de 14 heures, mes parents, Richard et Éléonore, avaient orchestré une embuscade soudaine et calculée dans le hall de ma propre maison. Ils n'étaient pas venus seuls pour exprimer une véritable inquiétude familiale. Ils avaient amené une équipe privée de transport médical d'urgence haut de gamme et un récit larmoyant méticuleusement répété. Éléonore s'était enfouie le visage dans les mains, pleurant pendant que Richard remettait une épaisse pile d'attestations imprimées aux ambulanciers, déclarant solennellement que je souffrais d'un grave épisode psychotique induit par le stress et alimenté par une forte toxicomanie. Ils ont dit aux ambulanciers que j'avais besoin d'une cure de désintoxication immédiate, encadrant parfaitement la situation comme une intervention désespérée et aimante. Si je m'étais physiquement battu avec les ambulanciers dans mon allée, ou si j'avais frénétiquement appelé la police pour déclarer que j'étais saine d'esprit, j'aurais fourni à mes parents le comportement erratique, résistant et violent exact dont ils avaient besoin pour justifier un internement psychiatrique involontaire de longue durée. Alors, je ne leur ai pas donné en spectacle. J'ai calmement préparé un petit sac de voyage, verrouillé ma porte d'entrée et je suis monté dans la camionnette de transport avec la soumission glaçante d'une femme qui comprend que la panique est un luxe et que la véritable bataille se livrera entièrement sur le papier. Ils ne m'internaient pas pour me sauver la vie. Ils m'internaient pour déclencher l'article 12, paragraphe C, du règlement intérieur d'Avant-Garde Logistique, l'entreprise de logiciels de chaîne d'approvisionnement que j'avais fondée et fait croître jusqu'à une valorisation de 55 millions d'euros au cours des 7 dernières années. Incapacité de la fondatrice. Si le directeur général est médicalement déclaré inapte et admis dans un établissement de soins hospitaliers, une procuration de vote d'urgence et le contrôle opérationnel sont automatiquement transférés aux parties prenantes familiales désignées. À 8 heures pile, une infirmière de l'établissement entra dans ma suite et me tendit une tablette clinique surveillée. C'était un protocole standard à Bellevue, accordant aux cadres en observation 15 minutes pour déléguer les tâches d'urgence à leurs assistants. Je n'ai pas vérifié mes emails. J'ai tapoté l'écran et navigué directement vers mon tableau de bord administratif d'entreprise. J'ai tapé mon mot de passe maître et appuyé sur Entrée. L'écran a chargé pendant une fraction de seconde avant qu'une bannière rouge, stricte et agressive, ne clignote violemment sur l'affichage, erreur 403. Identifiant maître révoqué. Accès de l'administrateur principal suspendu. Procuration fiduciaire d'urgence initiée. Richard Laurent. Mon père n'avait pas perdu une seule minute. Pendant que je dormais sur un matelas en vinyle derrière une porte verrouillée, lui et ma mère étaient entrés directement dans le siège de mon entreprise. J'ai ouvert le portail public de l'entreprise sur la tablette. Là, épinglé en haut du tableau de communication interne, se trouvait un mémo envoyé à mes 400 employés. Camille Laurent a été admise dans un établissement résidentiel pour faire face à de graves problèmes de santé personnelle. Avec effet immédiat. Richard et Éléonore Laurent gèrent les opérations quotidiennes de l'entreprise. Ils étaient actuellement assis dans mon bureau d'angle, brandissant un avis d'internement médical devant mon directeur des ressources humaines et mon conseil d'administration, affirmant qu'ils étaient légalement tenus d'intervenir et de sauver l'entreprise pendant ma convalescence. J'ai fermé la tablette avec un doux clic mécanique et l'ai rendue à l'infirmière sans dire un mot. Mes mains étaient froides, mais mon pouls était parfaitement régulier. 20 minutes plus tard, un aide-soignant m'a escorté le long d'un couloir silencieux éclairé au néon jusqu'au bureau privé du docteur Julien Rousseau, le psychiatre clinicien titulaire chargé de mon évaluation. Son bureau était tapissé d'ouvrages médicaux et équipé de lourds fauteuils en cuir. C'était un homme vif et observateur d'une quarantaine d'années,
habitué à traiter avec des individus très fortunés qui avaient soit désespérément besoin d'une cure de désintoxication, soit niaient agressivement en avoir besoin. Il était assis derrière son grand bureau en acajou, tenant un épais dossier en papier craft avec mon nom imprimé sur l'étiquette, mon dossier d'admission officiel. Il me regarda par-dessus le bord de ses lunettes, se préparant visiblement au profil typique d'une admission forcée de cadre d'entreprise. Quelqu'un qui tremble, pleure ou menace d'intenter un procès monumental. Je croisa simplement les jambes, lissa le tissu de mon pantalon sur mesure, et le regarda droit dans les yeux. « Bonjour, Camille, » dit le docteur Rousseau, d'un ton doux, parfaitement calibré pour désamorcer la situation. « Je sais que le transport jusqu'ici hier soir a été très stressant. Vos parents sont très inquiets de vos récents changements de comportement et de votre bien-être. Mon objectif aujourd'hui est simplement d'établir un diagnostic de base. »« Bonjour, docteur Rousseau », ai-je répondu, ma voix parfaitement posée, portant la cadence mesurée exacte que j'utilise lors des réunions du conseil d'administration. Je ne ressens aucune détresse, et je ne souffre ni de sevrage, ni de paranoïa, ni d'insomnie. Mes constantes vitales au repos, que vos infirmières ont enregistrées il y a 1 heure, sont impeccables. Mon bilan sanguin métabolique obligatoire ne montrera aucune trace de stupéfiants, d'amphétamines ou de sédatifs non prescrits. Il marqua une pause, son stylo argenté planant au-dessus de son bloc-notes. L'absence absolue d'émotion ou de résistance dans mon discours le prit complètement au dépourvu. Il est très fréquent que des professionnels de haut niveau masquent un épuisement professionnel sévère ou une dépendance, Camille, nota prudemment le docteur Rousseau, en étudiant ma concentration imperturbable. Mais vos parents ont fourni un compte rendu détaillé, sous serment et très préoccupant, de votre récent déclin. Je suis sûr que c'était une performance très dramatique, dis-je calmement. Je me penchai en avant d'une fraction de centimètre, gardant mes mains posées nonchalamment sur mes genoux. Docteur Rousseau, je ne vais pas gaspiller votre temps clinique à essayer de vous convaincre verbalement que je suis saine d'esprit. Je fonctionne entièrement sur la base de données objectives. J'ai une simple demande procédurale avant que nous continuions. Il fronça légèrement les sourcils, la chaleur thérapeutique de son visage se transformant en une immobilité prudente et analytique. Quelle est votre demande ? Je veux commencer par la documentation physique, déclarai-je. Mes parents ont initié cet internement psychiatrique involontaire. Ils ont rempli le rapport d'admission. Avant que nous discutions de mon état mental. J'ai besoin de savoir exactement quels symptômes médicaux ils prétendent que j'ai présentés. Pouvez-vous lire ce qu'ils ont écrit dans mon dossier d'admission ? Le docteur Rousseau hésita. Camille, les rapports familiaux collatéraux sont souvent très émotionnels. Les lire immédiatement peut déclencher de graves réactions de défense et entraver le processus thérapeutique. Je vous assure que je n'aurai pas de réaction émotionnelle, répondis-je doucement. J'ai simplement besoin d'entendre leurs mots écrits exacts. Il évalua ma fréquence cardiaque au repos et ma posture pendant 3 secondes. Puis, il ouvrit l'épais dossier en papier craft et passa à la déclaration sous serment d'admission principale. Le paragraphe initial cite une grave privation de sommeil, des sautes d'humeur erratiques et une suspicion de dépendance aux stimulants sur ordonnance, lut le docteur Rousseau à haute voix, d'un ton professionnel et détaché. Il note que vous avez été de plus en plus hostile envers les membres de votre famille offrant leur aide. Une formulation standard pour une intervention fabriquée de toutes pièces, notai-je calmement. Veuillez passer au 3e paragraphe. Le docteur Rousseau s'éclaircit la gorge et baissa les yeux sur la page. Les requérants notent que le grave déclin cognitif de la patiente a entraîné une incapacité immédiate à exécuter ses devoirs fiduciaires, à gérer les distributions de capitaux propres ou à maintenir une gouvernance d'entreprise saine, lut-il. Sa cadence ralentit soudainement. Ses sourcils se froncèrent profondément. Il lut la phrase suivante en silence pour lui-même, et le détachement thérapeutique professionnel de sa voix disparut complètement, remplacé par une confusion vive et soudaine. Lisez-la à voix haute, docteur, l'incitai-je doucement. Le docteur Rousseau leva les yeux du papier, son regard se fixant sur le mien. La neutralité clinique s'était évaporée. Ce n'est pas clinique, murmura le docteur Rousseau. La réalisation le frappant en temps réel. C'est un script. C'est une stratégie juridique d'entreprise, le corrigeai-je sans embâche. Ma mère n'est pas médecin. C'est une opportuniste manipulatrice qui a copié-collé les clauses de déclenchement légales exactes requises par les statuts de mon entreprise pour exécuter une prise de contrôle hostile. Ils n'ont pas énuméré un seul symptôme physiologique dans ce 3e paragraphe.
Ils ont énuméré des responsabilités financières. Le bourdonnement de la climatisation centrale était le seul bruit dans le bureau. Le docteur Rousseau devint complètement silencieux. Il était psychiatre, mais il n'était pas stupide. Il comprit instantanément que ses diplômes médicaux et son établissement de luxe étaient activement utilisés comme arme de séquestration pour une entreprise. Si sa clinique validait officiellement mon admission sous un prétexte médical fabriqué, il serait légalement complice de fraude d'entreprise. Il tira mon dossier vers lui, ses yeux balayant les documents légaux joints que mon père avait soumis à l'administration de la clinique pour contourner mon consentement. Il pointa le bout de son stylo directement sur une ligne de texte spécifique et très irrégulière près du bloc de signature. « Camille », murmura le docteur Rousseau en se penchant au-dessus du lourd bureau en acajou, sa voix tombant dans un murmure tendu et conspirateur. « Si nous documentons cela correctement, ils ne pourront pas toucher à votre entreprise. » Le docteur Rousseau n'éloigna pas son stylo en argent de l'épais dossier en papier craft. La douceur clinique désamorçante qu'il utilisait pour les patients instables avait complètement disparu, remplacée par un instinct de préservation professionnelle soudain et tranchant. Il ne regardait plus une patiente en crise. Il regardait une énorme responsabilité juridique radioactive posée sur son bureau en acajou. Lorsqu'une famille initie un transport résidentiel involontaire soudain pour un épisode psychotique grave et imprévisible, murmura le docteur Rousseau, en gardant soigneusement la voix en dessous du bourdonnement ambiant de la climatisation centrale. Les documents légaux d'admission sont généralement générés par l'unité de crise mobile ou le médecin des urgences qui a physiquement évalué le patient. Il fit pivoter le lourd dossier de 90 degrés pour qu'il me fasse face directement. Mais cette procuration médicale principale n'a pas été générée par un hôpital, Camille, déclara clairement le docteur Rousseau. Regardez le sceau notarial apposé juste à côté de la signature de votre père. Je me penchai en avant d'une fraction de centimètre, mes mains posées parfaitement immobiles sur mes genoux. Je n'eus pas besoin de plisser les yeux. Le sceau en encre bleue en relief était douloureusement clair sur l'épais papier légal. Karine Morel, notaire assermentée, région Île-de-France. Karine Morel est la responsable principale des actes commerciaux de la société immobilière de mon père, notai-je doucement, la voix aussi plate qu'une plaque de glace. Mes parents ont complètement contourné une évaluation clinique standard. Ils m'ont amené directement dans un établissement résidentiel privé en utilisant des documents d'entreprise notariés au lieu d'une recommandation médicale légitime. Le docteur Rousseau déplaça la pointe de son stylo d'1 centimètre vers la gauche, pointant directement la date d'exécution sous le sceau notarial. Et ils ont fait notarier ce document par Karine mardi matin, murmura le docteur Rousseau, la gravité de la situation s'insinuant dans sa posture rigide. Hier soir, nous étions jeudi, répondis-je calmement. Il se tenait dans mon allée et disait aux ambulanciers privés que je subissais un effondrement mental soudain, imprévisible et violent. Mais une urgence médicale soudaine ne peut pas générer une procuration légale notariée 48 heures avant que l'événement ne soit censé se produire. Le silence dans le bureau Versailles était absolu. Mes parents n'ont pas orchestré une intervention médicale, docteur, continuai-je, en gardant ma respiration parfaitement régulière. Ils ont orchestré un coup d'état d'entreprise prémédité. Ils avaient besoin d'une cellule de détention de luxe avec une période d'observation obligatoire de 72 heures pour me garder complètement hors circuit pendant qu'ils invoquaient les statuts d'urgence de mon entreprise. Et ils utilisent actuellement votre prestigieux établissement pour l'exécuter. Le docteur Rousseau s'adossa dans son lourd fauteuil en cuir. Si j'avais passé les 20 dernières minutes à crier sur l'aide-soignant ou à pleurer de façon hystérique au sujet de ma santé mentale, il aurait supposé qu'il s'agissait d'un délire paranoïaque alimenté par un grave épuisement professionnel. Mais ma fréquence cardiaque au repos, mon élocution impeccable et l'impossibilité mathématique indéniable de la date du notaire l'ont forcé à lire le papier exactement tel qu'il était écrit. Si je traite officiellement votre admission involontaire et vous retiens pendant 72 heures sur la base d'un document d'entreprise prémédité et fabriqué, dit lentement le docteur Rousseau, en calculant les ramifications juridiques exactes. La retraite de bien-être exécutif Bellevue sera activement complice de fraude d'entreprise, de séquestration et d'extorsion. Oui, approuvai-je nettement. Et lorsque mon conseiller juridique d'entreprise déposera finalement l'injonction judiciaire, nous exigerons la production de ce dossier d'admission exact par voie de citation à comparaître. Votre signature médicale figurera dessus. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas plaidé pour ma liberté. J'ai simplement exposé la logique absolument irréfutable de sa vulnérabilité. L'altruisme est imprévisible, tandis que l'instinct de préservation professionnelle est une certitude mathématique.
Je ne peux pas simplement ouvrir les portes verrouillées et vous faire sortir maintenant, Camille, déclara le docteur Rousseau, son ton devenant vif et procédurier. Si vous entrez dans le siège de votre entreprise en criant que vous êtes parfaitement saine d'esprit, vos parents pointeront immédiatement du doigt votre départ erratique et prématuré de la clinique de désintoxication comme preuve supplémentaire d'un épisode maniaque. Ils prétendront que j'ai fait preuve de négligence médicale. Je suis parfaitement consciente du désavantage tactique d'une sortie prématurée, répondis-je, en lissant le tissu de mon pantalon sur mesure. Je ne veux pas encore quitter cet établissement. Je veux que vous fassiez votre travail avec une précision clinique exhaustive et absolue. Il fronça légèrement les sourcils. Vous voulez que je construise le dossier médical. Je veux que vous génériez une trace écrite concrète, horodatée et médicalement vérifiée qui anéantit absolument leur récit fabriqué, dis-je, ma voix portant la cadence exacte que j'utilise lors des réunions du conseil d'administration à fort enjeu. Je veux que vous me soumettiez à chaque évaluation psychologique. Test de stress cognitif et bilan sanguin métabolique obligatoire de votre arsenal. Je veux qu'un dépistage toxicologique complet soit enregistré dans la base de données médicales nationale. Je veux que vous me diagnostiquiez officiellement comme étant complètement lucide. Chimiquement saine et psychologiquement irréprochable. Le docteur Rousseau m'observa pendant 3 bonnes secondes, reconnaissant la compétence impitoyable et calculatrice d'une PDG qui avait compris que le véritable champ de bataille était la documentation. Je vais commander un bilan métabolique en urgence et un dépistage toxicologique complet immédiatement, confirma le docteur Rousseau en décrochant le téléphone sécurisé de son bureau. Notre laboratoire interne peut traiter les analyses sanguines en moins de 2 heures. Je mènerai personnellement les évaluations psychiatriques et cognitives de base. D'ici midi, je générerai un certificat médical avec un sceau numérique immuable qui anéantira légalement la déclaration de votre père. Merci, docteur, dis-je. Il ne composa pas encore le numéro du poste de garde des infirmières. Il ouvrit un tiroir sécurisé et verrouillé de son bureau en acajou et en sortit un élégant smartphone clinique non surveillé. Selon les instructions d'admission de votre père, on doit vous refuser strictement tout privilège de communication externe pendant 72 heures pour éviter tout comportement erratique, nota le docteur Rousseau, faisant glisser l'appareil sur le bois poli. En tant que votre médecin traitant, j'annule officiellement cette restriction. N'appelez pas vos parents. N'appelez pas le standard public de votre entreprise. Le bruit est ce sur quoi les personnes coupables s'appuient, répondis-je doucement en ramassant le lourd téléphone. Je ne fais que des frappes chirurgicales. J'ai composé le numéro de téléphone portable direct et non répertorié de mon avocat d'affaires personnel, Elias Lemaire. Il était 9h15 du matin. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix vive et fortement sur la défensive. Lemaire, dit-il distinctement. Elias, c'est Camille, déclarai-je, ma voix parfaitement posée. J'appelle actuellement d'une ligne non surveillée à l'intérieur de la clinique résidentielle Bellevue. Je suis retenu dans le cadre d'une intervention psychiatrique involontaire et fabriquée, initiée par Richard et Éléonore hier soir. Il y eut un silence profond et suffocant à l'autre bout du fil. Elias était un avocat spécialisé dans les litiges d'entreprises chevronnées. Il ne poussa pas de cri de surprise et ne me demanda pas comment je me sentais, il évalua immédiatement la responsabilité juridique. Camille, dit prudemment Elias, son ton baissant d'une octave. À 8 heures pile ce matin. Ton père est entré au siège d'Avant-Garde Logistique accompagné par la sécurité privée de l'entreprise. Il a présenté une pile d'attestations médicales signées affirmant que tu avais subi un grave épisode psychotique. Il a officiellement révoqué ton accès d'administrateur principal et invoqué la clause de procuration fiduciaire d'urgence. Mes doigts se resserrèrent autour du téléphone. J'ai vu le code d'erreur sur le tableau de bord de l'entreprise. Quel est leur objectif immédiat? Richard vient d'ordonner au directeur financier de geler tes capitaux de fondatrice et d'ouvrir le coffre principal de la trésorerie, expliqua rapidement Elias. Il prétend qu'en raison de ton inaptitude médicale, il doit prendre le contrôle immédiat des réserves de capital pour approuver les prochains décaissements aux fournisseurs. Le conseil d'administration convoque un vote de ratification d'urgence dans 1 heure. Ils ne peuvent pas accéder au coffre principal de la trésorerie sans mon jeton de sécurité biométrique physique ou une ordonnance du tribunal de commerce, dis-je calmement. Une procuration médicale temporaire n'est pas suffisante pour liquider le capital de l'entreprise. C'est pour cela que je suis terrifié, Camille, murmura Elias, la tension dans sa voix s'intensifiant brusquement. Richard n'utilise pas la procuration médicale pour la banque.
Il vient d'envoyer un dossier juridique hautement prioritaire par email à notre principal prêteur d'entreprise. Il a joint un document intitulé Renonciation volontaire aux fonctions de l'entreprise. Il stipule que tu lui as volontairement cédé tes actions à droit de vote et ton accès à la trésorerie en raison d'une immense détresse personnelle. Je n'ai signé aucun document de ce genre, déclarai-je, ma posture devenant complètement rigide dans le fauteuil en cuir. La banque pense que si, répondit Elias, le souffle court. Parce que le document comporte ta signature biométrique numérique exacte et vérifiée, apposée au bas de la page. Et Camille. Il est horodaté à 23h15 pile, hier soir. L'air dans le bureau du docteur Rousseau sembla geler complètement. 23h15 hier soir. C'était le moment exact où je me tenais dans mon allée sombre, entouré par l'équipe privée de transport médical. Lorsque le secouriste en chef m'avait tendu une tablette numérique éclairée et m'avait dit que j'étais légalement tenu de signer un consentement de transport standard et une décharge de responsabilité avant de monter dans la camionnette. Mes parents n'avaient pas seulement orchestré une fausse intervention. Ils avaient piraté le logiciel d'admission numérique de la société de transport médical. Ils avaient capturé ma signature biométrique sous le faux prétexte d'une décharge médicale de routine et avaient instantanément transféré les données sur un document frauduleux de cession d'entreprise. Et maintenant, cette signature volée se trouvait dans la boîte de réception de mon principal prêteur d'entreprise, tournant comme une bombe à retardement financière. C'est bien ma signature biométrique numérique, déclarai-je dans le smartphone non surveillé, ma voix totalement dépourvue de panique. Mais je n'ai pas signé de renonciation d'entreprise. L'expiration brusque d'Elias Lemaire résonna sur la ligne sécurisée. Il était un avocat d'affaires aguerri, mais l'audace purement préméditée de la fraude paralysa brièvement son rythme analytique. Ils ont militarisé le processus de transport médical privé, expliquai-je, en dressant la carte de l'architecture exacte de leur braquage numérique. Quand les ambulanciers m'avaient dans mon allée hier soir, le chef de l'équipe m'a tendu une tablette éclairée. Il a déclaré que j'étais légalement tenu de signer un consentement standard et une décharge de responsabilité. Je l'ai signé à exactement 23h15. Mes parents ont piraté ce logiciel d'admission numérique. Récolté la signature biométrique et l'ont instantanément transférée sur leur document d'entreprise frauduleux. Camille, le conseil d'administration se réunit pour un vote de ratification d'urgence dans 45 minutes pour valider officiellement la procuration temporaire de Richard, avertit Elias, son ton passant au mode de gestion de crise rapide. Le principal prêteur de l'entreprise a temporairement gelé le coffre de la trésorerie de 23 millions d'euros dans l'attente d'une vérification secondaire. Richard se tient dans la salle du conseil de ton entreprise en ce moment même. Brandissant le papier signé et exigeant que le directeur financier débloque les liquidités. Je n'ai pas fermé les yeux. L'air froid et stérile du cabinet psychiatrique du docteur Rousseau sembla soudain vif et clair. Ils ont l'intention de virer la trésorerie immédiatement, notai-je doucement. S'ils transfèrent 23 millions sur des comptes de holding offshore avant que je ne sois légalement libéré de cet établissement, les fonds seront pratiquement irrécupérables. Exactement, répondit Elias, sa voix n'étant plus qu'un murmure sourd et urgent. Ils avaient besoin de te verrouiller derrière une porte en chaîne massif sans privilège de communication pendant 72 heures afin de pouvoir prétendre que tu as volontairement démissionné en raison d'un épisode psychotique catastrophique. J'ai regardé par-dessus le bureau en acajou. Le docteur Rousseau m'observait avec une concentration absolue. La neutralité clinique avait disparu, remplacée par la posture rigide d'un professionnel de santé fixant une responsabilité juridique radioactive. Elias, dis-je clairement, je veux que tu ouvres le fichier numérique du document de renonciation volontaire que Richard vient de soumettre au prêteur de l'entreprise. J'ai entendu le cliquetis rapide d'un clavier mécanique. J'ai ouvert le PDF, confirma Elias. Lis le bloc d'exécution situé juste au-dessus de ma signature volée, ordonnai-je. Où Richard prétend-il que ce document a été légalement exécuté, certifié et notarié? Le bloc d'exécution indique que le document a été signé et formellement notarié dans le cabinet d'immobilier commercial de Richard, dans le quartier de la Défense, lut Elias à haute voix. Le cachet du notaire appartient à Karine Morel. Parfait, dis-je calmement. Maintenant, Elias, ouvre le fichier de métadonnées numériques joint à la signature biométrique elle-même. J'ai besoin des coordonnées GPS exactes capturées par la tablette au moment de la signature. Le silence sur la ligne sécurisée fut profond. Elias reconnut instantanément le piège. Camille, murmura Elias, réalisant la situation.
Les coordonnées GPS intégrées au fichier de signature localisent exactement l'appareil dans l'allée de ta résidence. C'est une impossibilité géographique. Tu ne peux pas exécuter légalement un document dans un bureau commercial à La Défense quand la signature numérique prouve que tu te trouvais physiquement en banlieue chic, en train d'interagir avec du personnel médical. Mes parents étaient trop arrogants pour modifier le texte juridique standard de leurs faux documents d'entreprise, déclarai-je clairement. Mais nous n'avons pas terminé, docteur Rousseau. Le psychiatre en chef se raidit légèrement. Oui, Camille. L'équipe privée de transport médical enregistre-t-elle des mesures physiologiques lors d'un transfert involontaire, demandai-je. Le docteur Rousseau fronça les sourcils, sa concentration analytique s'aiguisant. Oui. Le protocole exige qu'ils attachent un moniteur de signes vitaux biométriques Bluetooth à votre poignet. Il enregistre votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle sur notre serveur sécurisé. Veuillez consulter les journaux de transport pour exactement 23h15 hier soir, l'incitai-je doucement. La seconde exacte où j'ai signé cette tablette. Le docteur Rousseau tira mon épais dossier en papier craft vers lui. À exactement 23h15 hier soir, lut le docteur Rousseau à haute voix. Votre fréquence cardiaque au repos était de 62 battements par minute. Votre tension artérielle était de 11/7. Votre état physiologique était d'une base absolue et impeccable. Je reportai mon attention sur le smartphone. Elias, tu entends ça? J'entends, Camille, respira Elias, son sang-froid professionnel remplacé par une énergie juridique impitoyable. Les données médicales anéantissent mathématiquement l'intégralité de leur récit. Mes parents ont soumis une déclaration sous serment affirmant que j'ai cédé mon entreprise parce que je souffrais d'un épisode psychotique violent induit par le stress, expliquai-je. La glace dans ma voix s'épaississant. Si j'étais en plein effondrement mental catastrophique, ma fréquence cardiaque au repos à 23h15 la nuit dernière aurait été massivement élevée et erratique. Mais les données médicales prouvent que j'étais entièrement calme, lucide et psychologiquement parfaite. C'est une preuve irréfutable de falsification biométrique et de fraude bancaire, confirma Elias. Rédige un email d'escalade prioritaire immédiat à la division des fraudes de notre principal prêteur. Joins le fichier de métadonnées prouvant l'écart GPS, ordonnai-je. Joins les signes vitaux bruts horodatés du transport médical et mets la brigade financière en copie. Ne préviens pas Richard. Laisse-le creuser sa propre tombe. J'envoie le dossier d'escalade tout de suite, confirma Elias, son clavier cliquetant violemment. Une fois que la banque verra les données irréfutables, ils verrouilleront Avant-Garde Logistique et signaleront Richard pour extorsion. Exécuté, dis-je proprement. J'ai raccroché le téléphone et l'ai repoussé sur le bureau. J'ai lissé le tissu de mon pantalon sur mesure et croisé les jambes. Docteur Rousseau, dis-je doucement, le silence lourd et absolu. Je suis prête pour mon bilan sanguin et mon évaluation cognitive. Nous avons une réunion du conseil d'administration à laquelle assister. Le docteur Rousseau ne perdit pas une seule seconde. Il appuya sur le bouton de l'interphone de son bureau. Infirmière Dubois, ordonna le docteur Rousseau, sa voix résonnant d'une autorité tranchante. Apportez immédiatement un kit de bilan métabolique d'urgence, un éventail complet de dépistage toxicologique et un terminal d'évaluation cognitive mobile dans mon bureau. Appelez le directeur du laboratoire interne pour un traitement prioritaire. C'est une escalade diagnostique de code rouge. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, je n'ai pas agi comme une patiente psychiatrique terrifiée. J'ai agi comme une PDG exécutant un audit hostile de mon propre dossier médical. Je suis resté parfaitement immobile sous les lumières crues des néons pendant que le phlébotomiste prélevait 3 flacons de sang. J'ai répondu au test de stress cognitif du docteur Rousseau avec une précision rapide et sans ciller, récitant des algorithmes logistiques complexes sans la moindre hésitation. Je ne leur ai absolument rien donné à diagnostiquer, à part une compétence impitoyable. À 10h45 du matin, le docteur Rousseau se rassit derrière ses doubles écrans. Il appuya sur sa barre d'espace. L'écran s'actualisa, affichant une grille dense de coches de vérification verte. Le dépistage toxicologique est absolument négatif pour tous les stupéfiants, amphétamines et sédatifs non prescrits, lut le docteur Rousseau à voix haute. Le bilan métabolique est impeccable. Les tests de stress cognitif démontrent des fonctions exécutives optimales. Il n'y a zéro preuve clinique pour soutenir une seule des affirmations écrites dans la déclaration d'intervention de vos parents. Il saisit ses identifiants de médecins en chef dans la base de données médicales nationale et signa numériquement le rapport d'aptitude complet.
Il appuya sur imprimer et la lourde imprimante laser industrielle se mit à bourdonner. « Camille, dit le docteur Rousseau, me tendant le papier chaud et net. Vous êtes officiellement saine d'esprit sur les plans médical et légal. Vous êtes libre de sortir. » J'ai pris le papier, ouvert mon sac de voyage et sorti mon blazer d'entreprise sur mesure. Je l'ai enfilé. La transformation de patiente captive en superprédateur était achevée. Le docteur Rousseau ne m'a pas offert de sourire condescendant ou de douces platitudes thérapeutiques. Il a compris précisément ce qui allait se passer. Il tendit la main par-dessus son lourd bureau en acajou et poussa mes effets personnels vers moi. Voici vos appareils de communication, votre carte d'accès d'entreprise et vos papiers d'identité, Camille, dit le docteur Rousseau d'un ton strictement procédurier. Je vous ai officiellement libéré de la retraite de bien-être exécutif Bellevue, à l'encontre des instructions explicites de votre procuration familiale. Vous êtes médicalement, psychologiquement et légalement apte. J'ai également transféré une copie numériquement scellée de vos rapports toxicologiques et cognitifs de base directement sur le serveur sécurisé de votre avocat. J'ai pris mes affaires et les ai placées dans mon sac de voyage. Je ne me suis pas arrêté pour exprimer une gratitude émotionnelle. J'ai simplement hoché la tête une fois, plié le certificat médical immuable et horodaté, et je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon blazer sur mesure. Il ne m'avait pas sauvé par gentillesse altruiste. Il avait sauvé sa propre licence médicale d'une assignation judiciaire catastrophique. Et c'était exactement la transaction clinique dont j'avais besoin. La marche dans le couloir silencieux éclairé au néon m'a semblé radicalement différente de celle de mon arrivée. Le poids institutionnel oppressant de l'aile psychiatrique fermée a entièrement disparu, remplacé par la concentration mathématique et mortelle d'une frappe de contre-offensive. Lorsque j'ai atteint le hall d'entrée immaculé au sol en marbre, les lourdes doubles portes en verre ont coulissé et j'ai marché dans l'air vif et lumineux du milieu de matinée. L'élégante berline noire de fonction d'Elias Lemaire tournait au ralenti silencieusement près de la fontaine en pierre polie dans l'allée circulaire. Elias se tenait près de la porte passager arrière ouverte, son costume immaculé, tenant une mallette en cuir verrouillée et une deuxième tablette affichant la télémétrie de l'entreprise en temps réel. « Camille, dit clairement Elias, me tendant la tablette allumée avant même que je ne m'asseye. Le conseil d'administration d'Avant-Garde Logistique s'est réuni pour le vote de ratification d'urgence il y a exactement 12 minutes. Ils sont actuellement reclus dans ta salle de conseil principale au 40e étage. Je me suis glissé sur le siège en cuir frais, tirant la lourde porte pour la fermer et nous sceller dans un environnement insonorisé. Elias est monté sur le siège passager avant, tapotant la cloison vitrée pour que son chauffeur accélère immédiatement. « Et le coffre de la trésorerie de 23 millions d'euros, demandai-je, en regardant les indicateurs clignotants sur l'écran. Le principal prêteur de l'entreprise a imposé un gel strict multi-institutionnel sur les réserves de capital exactement 90 secondes après que j'ai téléchargé tes divergences biométriques et les coordonnées GPS du transport vers leur division des fraudes, murmura Elias. D'un ton sombre et clinique alors que les luxueuses propriétés de la banlieue chic défilaient derrière la vitre teintée. Richard se tient actuellement au siège de ton entreprise, complètement inconscient que son accès à l'argent est définitivement bloqué. Il est activement en train de hurler sur ton directeur financier. Prétendant que le gel bancaire est une erreur de routage mineure et exigeant que le conseil d'administration exécute un virement manuel de contournement. Vers où le virement manuel est-il acheminé, demandai-je, ma voix se transformant en un murmure grave et dangereux. Crédit Littoral, répondit sèchement Elias. La banque commerciale exacte où opère le gestionnaire de fortune privée de ta mère. Ils essayaient de délocaliser les capitaux liquides offshore avant même que tu n'aies terminé ta première séance de thérapie de groupe. Mais le prêteur ne s'est pas contenté de refuser le virement manuel. Camille. Ils ont immédiatement transmis le faux document de renonciation volontaire aux autorités compétentes. Le trajet jusqu'au siège d'Avant-Garde Logistique a duré 38 minutes. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma mère pour exiger une explication. Je n'ai pas appelé mon père pour lui hurler dessus à propos de sa trahison absolue. Le bruit est l'oxygène que les coupables utilisent pour donner vie à leurs mensonges. J'étais sur le point de les étouffer avec la procédure. Lorsque la berline noire s'est arrêtée devant l'imposante façade de verre et d'acier du bâtiment de mon entreprise, j'ai vu la lourde berline de luxe de Richard garée avec arrogance sur ma place réservée de PDG. Je suis sorti du véhicule, lissant les revers de mon blazer sur mesure. Je ne me suis pas arrêté. J'ai marché droit vers les lourdes portes tambour en verre, flanquées de près par Elias. Un agent de sécurité massif, au cou épais, vêtu d'un costume sombre,
s'est immédiatement mis en travers de mon chemin, levant une main lourde et calleuse. Madame, l'étage de la direction est entièrement verrouillé pour une réunion prioritaire du conseil d'administration. Richard Laurent a ordonné un contrôle d'accès strict. Je n'ai pas discuté avec un mercenaire. J'ai simplement regardé Elias. Elias s'est avancé, tirant un lourd document estampillé de sa mallette. Ceci est une injonction judiciaire signée il y a 20 minutes par un juge de grande instance ordonnant la suspension immédiate de la procuration d'urgence de Richard Laurent en raison d'une fraude financière active, déclara clairement Elias, plaquant le papier contre le torse du garde. Si vous ne vous écartez pas immédiatement, vous serez arrêté pour obstruction active à une enquête policière. Le garde a regardé le lourceau légal, puis mon expression d'un calme terrifiant, sans un battement de cils. Il était payé pour être intimidant, pas pour affronter la prison. Il a reculé silencieusement, permettant au tourniquet en verre de s'ouvrir avec un clic. J'ai traversé le vaste hall résonnant de ma propre entreprise. Les employés se sont arrêtés net, faisant tomber leur tasse de café ou se figeant à leur bureau, fixant dans un état de choc absolument paralysé la PDG, qui était censée souffrir d'un épisode psychotique catastrophique et imprévisible, marcher devant eux avec un sang-froid parfait et mortel. Je suis entré dans l'ascenseur privé de la direction. Le trajet jusqu'au 40e étage a pris très exactement 14 secondes. Les lourdes portes de l'ascenseur se sont écartées avec un doux tintement. Je suis sorti sur l'épaisse moquette insonorisante de la suite exécutive. Le bourdonnement ambiant de l'étage était lourd d'une panique fabriquée de toutes pièces. Ma mère, Éléonore, se tenait près de l'open space administratif, réprimandant bruyamment mon assistante de direction pour ne pas avoir transféré les contacts de mon calendrier personnel assez rapidement. Éléonore portait un costume de créateur immaculé, habillée pour jouer le rôle de la nouvelle matriarche autoritaire d'un empire logiciel de 55 millions d'euros. Éléonore s'est retournée pour attraper un autre dossier sur le bureau de mon assistante. Et puis elle m'a vu. Le masque arrogant et condescendant d'Éléonore s'est brisé en 1 million de morceaux irréparables. L'épais dossier a glissé entre ses doigts manucurés, frappant le parquet poli avec un claquement sec et résonnant. Sa mâchoire s'est complètement décrochée, et un gris pâle et maladif a envahi son visage méticuleusement maquillé. Elle a trébuché en arrière, se heurtant lourdement à la fontaine à eau, les yeux écarquillés par une terreur absolue et sans filtre. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas reconnu son existence. Je suis passé droit devant elle, les yeux entièrement fixés sur les doubles portes en verre dépolies de la salle du conseil principal. J'ai poussé les lourdes portes en verre d'un coup sec et violent. Le silence dans la pièce a été instantané et assourdissant. Richard Laurent se tenait à la tête de la table massive en acajou, le visage rouge, transpirant à travers son costume sur mesure, serrant un registre bancaire imprimé. Mon directeur financier, Marc, et 4 membres principaux du conseil d'administration étaient assis autour de la table, l'air profondément mal à l'aise et intensément sceptique. Richard s'est figé au milieu d'une phrase, le bras toujours levé, pointant agressivement une feuille de calcul trimestriel. La voix retentissante et autoritaire du patriarche triomphant est morte instantanément dans sa gorge. Il m'a dévisagé, ses yeux fuyant frénétiquement vers la porte, essayant de calculer la réalité impossible qui se tenait devant lui. C'est Camille, balbutia Richard, sa voix soudain aiguë, fluette et entièrement dépouillée de son pouvoir. Quoi? Que fais-tu ici? Tu es censé être sous observation psychiatrique obligatoire de 72 heures. Tu es violemment malade. Je me suis avancé directement en bout de table, m'arrêtant à moins d'1 mètre de lui. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas crié ni pleuré. Je ne suis pas malade, Richard, ai-je déclaré distinctement, ma voix tranchant le silence lourd et terrifié de la salle du conseil comme un scalpel. Je suis simplement à bout de patience. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de mon blazer sur mesure et j'en ai sorti le document blanc et net que le docteur Rousseau avait imprimé. Il y a exactement 40 minutes. Je l'ai laissé tomber à plat au centre de la table en acajou, directement sur sa fausse attestation médicale. Ceci est un certificat médical contraignant et horodaté, personnellement vérifié par le psychiatre clinicien titulaire de la clinique Bellevue il y a moins d'1 heure, ai-je annoncé en regardant directement mon directeur financier, ignorant totalement mon père. Il comprend un bilan métabolique impeccable, un dépistage toxicologique totalement négatif et des résultats optimaux au test de stress cognitif. Il anéantit légalement et médicalement le récit d'intervention fabriqué de toutes pièces que mes parents vous ont présenté ce matin. Marc a pratiquement arraché le papier de la table,
ses yeux balayant le sceau médical officiel et la grille dense de coches de vérification verte. Il a laissé échapper un énorme soupir de soulagement tremblant. Elle est complètement clean, a confirmé Marc en regardant les membres stupéfaits du conseil d'administration autour de la table. L'internement médical est totalement invalide. La poitrine de Richard a commencé à se soulever visiblement. Son instinct de survie a pris le dessus, et il a immédiatement essayé de pivoter son récit, tentant désespérément de sauver son coup d'état d'entreprise par la force du volume et de l'intimidation. Ce certificat est une erreur, a crié Richard, claquant la main sur la table en acajou, essayant de reprendre le contrôle de la pièce par la force. Camille a manipulé la clinique. Elle est très instable. Elle a volontairement signé le document de renonciation hier soir dans mon agence immobilière. J'ai la procuration notariée juste ici. Il a saisi l'épais papier légal portant son fausceau notarial et l'a poussé vers les membres du conseil. Elle m'a cédé l'entreprise. Vous devez ratifier le transfert de la trésorerie. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai croisé les bras et légèrement incliné la tête. Je n'ai pas signé ce document dans ton bureau, Richard, ai-je répondu, ma voix tombant dans un murmure froid et mortel qui a porté à travers toute la pièce. J'ai signé une décharge de consentement de transport médical dans mon allée à exactement 23h15 hier soir. Tu as récolté numériquement ma signature biométrique et tu l'as illégalement transférée sur cette procuration d'entreprise. Le visage de Richard est devenu d'un rouge sombre et violent. Tu ne peux pas prouver ça, a-t-il sifflé, sa panique se transformant en pur désespoir. Mon notaire l'a officiellement tamponné. Karine Morel a commis une fraude notariale, ai-je corrigé doucement, faisant signe à Elias de placer les impressions des métadonnées numériques sur la table. Parce que les métadonnées numériques intégrées au fichier de signature que tu viens d'envoyer par email à notre principal prêteur contiennent les coordonnées GPS exactes de la tablette. Le GPS prouve que je me trouvais physiquement en banlieue en train d'interagir avec le personnel médical. Et non assise dans ton bureau de la Défense. Richard a complètement cessé de respirer, et le lourd document légal a glissé de sa main, voletant inutilement jusqu'au sol. L'architecte arrogant et destructeur de ma chute s'est volatilisé, remplacé instantanément par un homme réalisant qu'il venait d'ancrer un crime à une empreinte numérique vérifiable. Et Richard, ai-je ajouté, ma voix dépourvue de toute chaleur familiale. Un épisode psychotique soudain et violent augmenterait considérablement ma fréquence cardiaque au repos. Mais les ambulanciers ont enregistré mes signes vitaux via un moniteur Bluetooth à la seconde exacte où j'ai signé cette décharge. Ma fréquence cardiaque était de 62 battements par minute. J'étais biologiquement parfaite. L'intégralité de ton récit est une impossibilité mathématique. Éléonore est apparue dans l'embrasure de la porte de la salle du conseil, le visage complètement luisant de sueur froide, les mains tremblant violemment. Richard, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant en un sanglot aigu. Il y a des hommes en bas. Ils portent des gilets tactiques. Les mots gilets tactiques sont restés suspendus dans l'air insonorisé et pressurisé de la salle du conseil d'avant-garde logistique comme une détonation physique. Le bourdonnement poli et ambiant de la suite exécutive de l'entreprise a semblé disparaître entièrement. Les 4 membres principaux du conseil d'administration assis autour de la table massive en acajou ont lentement retiré leurs mains de leurs ordinateurs portables, échangeant des regards silencieux et écarquillés avant de repousser doucement leur lourd fauteuil en cuir de la surface polie. Mon directeur financier, Marc, n'a pas dit un seul mot. Il a simplement plié le certificat médical vérifié que je lui avais remis et s'est délibérément éloigné de Richard Laurent. Le visage de Richard a subi une transformation catastrophique et irréversible, et le patriarche calculateur qui venait de tenter d'extorquer 23 millions d'euros à sa propre fille s'est complètement évaporé. Il a regardé les lourdes portes en verre dépoli, puis Éléonore tremblante sur le seuil, et enfin l'expression parfaitement neutre et impitoyable d'Elias Lemaire. « Elias, tu dois appeler le prêteur principal immédiatement, » a balbutié Richard, la voix brisée, entièrement dépourvue de son autorité habituelle. « Tu dois appeler Crédit Littoral tout de suite et leur dire que c'était un énorme malentendu. Dis-leur que la fondatrice principale est présente et que la procuration légale a été soumise par erreur. Je suis le directeur juridique d'Avant-Garde Logistique, Richard, a répondu Elias, sa voix étant une ligne plate et intransigeante de protocole fiduciaire. Je ne travaille pas pour ta société holding immobilière. Et je ne peux pas annuler une intervention de la police pour un crime commis contre cette entreprise. La banque a déjà verrouillé le faux document de renonciation volontaire dans sa file d'attente des fraudes et j'ai sécurisé les métadonnées numériques prouvant ta falsification biométrique.
La chronologie des événements est complètement hors de mon contrôle. Éléonore a laissé échapper un allaitement brusque et saccadé. Son personnage méticuleusement conçu de mère patiente et endurante s'est brisé en 1 million de morceaux irréparables. Elle a trébuché en arrière, ses talons de créateur s'accrochant maladroitement sur l'épaisse moquette de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle heurte lourdement la paroi en verre. Richard, fais quelque chose, a sifflé Éléonore, sa voix vibrant d'une panique brute et sans filtre. Elle a attrapé son bras, ses ongles manucurés s'enfonçant férocement dans le tissu coûteux de son costume sur mesure. Dis-leur de supprimer le dossier de demande de l'entreprise. Nous n'avons pas vraiment pris le virement de la trésorerie. L'argent est toujours dans le coffre de l'entreprise. C'est une erreur sans victime. Une erreur sans victime, ai-je répété, ma voix tranchant à travers son hystérie naissante avec une précision chirurgicale. Vous avez intercepté ma liberté physique pour financer un compte offshore. Vous avez fabriqué une urgence médicale pour m'enfermer dans un établissement psychiatrique. Vous avez conspiré avec votre employé pour commettre une fraude notariale. Et vous avez tenté de liquider la trésorerie principale de mon entreprise. Le fait que le système bancaire vous ait attrapé ne signifie pas que vous êtes innocent. Éléonore. Cela signifie simplement que vous êtes mathématiquement incompétent. Richard a dégagé son bras avec force de l'étreinte frénétique d'Éléonore. Sa poitrine se soulevait, sa lourde montre en argent accrochant la dure lumière des néons alors que ses mains commençaient à trembler de manière incontrôlable. Il a de nouveau regardé vers la sortie, ses yeux s'agitant follement alors qu'il calculait ses chances de fuite qui diminuaient rapidement. Nous quittons les lieux, a annoncé Richard, sa voix montant d'une octave par pur désespoir. Il a attrapé Éléonore par le coude et a fait des gestes frénétiques vers les portes de la salle du conseil. Nous sortons de ce bâtiment tout de suite. Ils ne peuvent pas nous retenir ici légalement sans un mandat officiel. Richard a fait 2 pas rapides et agressifs vers les portes de sortie en verre dépoli. Il n'en a pas fait un 3e. Les lourdes portes en verre ont été poussées de l'extérieur et le bruit ambiant de l'étage de direction s'est déversé dans la salle du conseil silencieuse. 4 individus sont entrés dans la pièce. 2 policiers nationaux en uniforme et 2 inspecteurs en civil portant des gilets tactiques sombres ornés de l'insigne de la brigade financière. L'inspecteur principal a marché d'un pas décidé vers la table en acajou, brandissant sa plaque sous la lumière des néons et fixant directement Elias Lemaire. L'instinct de survie de Richard a immédiatement pris le dessus. Il a abandonné sa posture désespérée d'animal traqué et s'est précipité vers l'inspecteur, adoptant instantanément le ton doux et persuasif d'un patriarche riche et inquiet tentant de gérer une erreur de service. « Inspecteur, Dieu merci, vous êtes là » a dit Richard, les mains levées dans un geste de diplomatie calculée, forçant un sourire crispé et anxieux. C'est un terrible malentendu familial qui prend de l'ampleur. Ma fille Camille est en proie à une grave détresse psychiatrique. Et nous avons simplement obtenu une procuration médicale temporaire pour nous assurer que les actifs de son entreprise sont protégés pendant qu'elle suit un traitement en milieu hospitalier. Elle est paranoïaque et s'en prend à sa mère et à moi. L'inspecteur n'a pas serré la main tendue de Richard. Il ne l'a même pas regardé. Il a regardé directement Elias. « Je suis l'inspecteur Leroux, de la brigade financière », a-t-il déclaré, sa voix étant un bourdonnement grave et rocailleux qui exigeait une soumission immédiate et totale dans la pièce. « Nous avons reçu une escalade prioritaire automatisée de votre prêteur d'entreprise principal, corroborée par un rapport direct de fraude numérique déposé par ce service juridique d'entreprise spécifique. Je suis Elias Lemaire, directeur juridique d'Avant-Garde Logistique », a répondu Elias, sa voix résonnant d'une froide autorité institutionnelle. L'homme qui vous parle actuellement vient de présenter un faux document de renonciation d'entreprise pour tenter de contourner un gel strict de la trésorerie. Le dossier que je tiens contient les métadonnées numériques prouvant qu'il a piraté une tablette médicale pour voler la signature biométrique de la PDG. De plus, il vient d'utiliser cette fausse procuration légale pour tenter une liquidation de capital de 23 millions d'euros. La bouche de Richard s'est ouverte, mais les mots doux et diplomatiques sont morts dans sa gorge. Un gris pâle et maladif a envahi son visage. Je me suis avancé. Je n'ai pas élevé la voix pour rivaliser avec les mensonges de mon père. J'ai simplement tapoté le certificat médical posé sur la table en acajou. Je m'appelle Camille, ai-je dit calmement. La procuration médicale que mon père a soumise prétend que je souffre d'un épisode psychotique catastrophique. Sur ce document se trouve une autorisation médicale horodatée du psychiatre clinicien titulaire de la clinique Bellevue, imprimée il y a exactement 45 minutes.
prouvant que je suis biologiquement et cognitivement irréprochable. Mes parents ont fabriqué une crise médicale pour exécuter un coup d'état d'entreprise. L'inspecteur Leroux a baissé les yeux sur le document médical. Il a regardé le fichier de métadonnées numériques. Il n'avait pas besoin de confession larmoyante ou de crise dramatique. Il avait une impossibilité mathématique et biologique. Il a reporté son attention sur Richard. « Monsieur », a dit l'inspecteur, d'un ton dépourvu de toute sympathie. Une dispute familiale est une dispute lors d'un repas de fête. Une falsification biométrique notariée utilisée pour tenter une liquidation d'entreprise de 23 millions d'euros au niveau national est un délit pénal majeur. Éléonore a laissé échapper un halètement perçant et haletant. « Oh, nous n'avons rien pris en réalité », a-t-elle crié, pointant un doigt manucuré et tremblant vers moi, des larmes ruinant son maquillage onéreux. L'énorme virement bancaire n'est même pas passé. Personne n'a perdu d'argent réel. Vous ne pouvez pas nous arrêter pour avoir essayé de protéger l'entreprise de notre propre fille. Madame, a répondu Leroux, dégainant doucement une paire de lourdes menottes en acier de sa ceinture tactique. Vous avez escroqué avec succès une société de transport médical et un établissement psychiatrique privé pour séquestrer illégalement un dirigeant d'entreprise. Le fait que la banque ait intercepté votre tentative financière secondaire n'efface pas légalement la première. La salle du conseil est tombée dans un silence de mort alors que les menottes en métal froid cliquetaient sèchement autour des poignets d'Éléonore. Elle ne s'est pas débattue. Ses genoux ont simplement cédé, et l'un des policiers en uniforme a dû la tenir physiquement debout par les coudes, son costume de créateur sur mesure se froissant instantanément. Son masque parfait et arrogant complètement détruit devant le conseil d'administration qu'elle venait d'essayer de commander. Richard a fait un demi-pas en arrière, luisant de sueur froide. « Je suis un éminent promoteur immobilier commercial », a-t-il balbutié, regardant les policiers comme s'ils avaient oublié leur place dans la société. « J'exige le droit immédiat d'appeler mon avocat d'affaires. »« Vous aurez tout le temps d'appeler votre avocat depuis la cellule de garde à vue », a dit Leroux, faisant clairement signe au second officier de l'arrêter. Le bruit de cliquetis mécanique des menottes en acier résonnant sur les hauts plafonds acoustiques a été le son le plus définitif que j'ai jamais entendu. J'ai regardé la police escorter activement mes parents par les lourdes portes en verre vers l'ascenseur de la direction. Je n'ai pas ressenti d'élan émotionnel soudain ni de joie triomphante. J'ai simplement ressenti le soulagement calme et constant d'un système fermé fonctionnant exactement comme prévu. Marc s'est tourné vers moi. La procuration fiduciaire d'urgence est officiellement dissoute des statuts de l'entreprise, a-t-il confirmé en retournant à son terminal. Le coffre de la trésorerie de 23 millions d'euros est solidement verrouillé sous votre protocole biométrique principal. Ils n'ont pas touché un seul centime de nos liquidités d'exploitation réelle. J'ai hoché la tête une fois, j'ai boutonné mon blazer sur mesure et j'ai pris place en bout de la table en acajou. 3 semaines plus tard, la trace écrite scellait leur ruine absolue. La Chambre des notaires a définitivement révoqué la licence de Karine Morel. Face à de graves accusations criminelles de fraude et à une peine de prison ferme, Karine s'est immédiatement retournée contre eux. Fournissant aux enquêteurs des emails internes redatés prouvant que Richard lui avait explicitement ordonné de tamponner la fausse procuration sous la menace directe d'un licenciement. L'agence immobilière commerciale de Richard a été frappée par un audit de conformité massif interagence et sa licence d'exploitation a été suspendue indéfiniment dans l'attente d'un procès pénal. Lui et Éléonore ont été officiellement inculpés de multiples chefs d'accusation pour fraude bancaire, vol d'identité biométrique, séquestration et association de malfaiteurs. Les frais d'avocats agressifs nécessaires pour leur éviter la détention provisoire ont complètement vidé leurs économies personnelles et les ont forcés à liquider leur domaine principal. J'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement permanente et blindée contre mes parents, et un juge l'a accordé sans hésitation après avoir lu le rapport de police officiel et le fichier de métadonnées médicales. Et il pensait pouvoir utiliser un établissement psychiatrique de luxe pour m'effacer et détourner mon entreprise. Mais le système ne répond qu'aux preuves irréfutables. Et mes preuves étaient en béton armé. Si vos propres parents fabriquaient une urgence médicale pour vous enfermer dans un établissement psychiatrique et voler votre entreprise, auriez-vous porté plainte au pénal ou les auriez-vous laissés s'en tirer pour maintenir la paix? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de justice absolue par traces écrites, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. À la prochaine!